عذرا بيروت. Nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Ahmad El-Assir arrêté cet après-midi à l'aéroport de Beyrouth. À Tyr, un groupe de femmes s'est rassemblé pour protester contre l'arrestation du cheikh salafiste. Son épouse déclare qu'elle bloquera les routes tant que son mari ne sera pas relâché. Saad Hariri répond à Hassan Nasrallah. Le partenariat est incompatible avec l'incitation à la haine, déclare l'ancien Premier ministre, après que le chef du Hezbollah a fustigé hier les tentatives d'exclure ou d'isoler son allié du CPL. Fin de la trêve à Foua, Kafraya et Zabadani, les bombardements ont repris en Syrie. Malgré le retour des violences, les pourparlers entre l'armée syrienne et les rebelles se poursuivent dans les 3 localités. À suivre également dans cette édition, l'Égypte où les avocats de Mohamed Morsi font appel de la condamnation à mort de l'ancien président égyptien. Ils étaient à sa recherche depuis juin 2013. Le cheikh Ahmad El-Assir a été arrêté aujourd'hui à l'aéroport international de Beyrouth par les forces de sécurité intérieure. Quelques heures après l'annonce de son arrestation, plusieurs femmes se sont rassemblées près de la mosquée Baïdine à Tyr. L'épouse d'Ahmad El-Assir a déclaré sur la voix du Liban qu'elle continuerait de bloquer la route tant que son mari ne serait pas libéré. Muni d'un faux passeport, ce dernier tentait de prendre la fuite vers une destination encore inconnue. Certaines sources avancent l'Égypte, d'autres le Niger. Ahmad El-Assir aurait également changé son apparence physique. Le juge Sami Hamoud a indiqué qu'il allait être transféré au tribunal militaire. Le cheikh est accusé d'avoir encouragé les affrontements meurtriers en 2013 contre l'armée à Abra Saïda au Liban Sud. Affrontements dans lesquels 18 soldats et 11 hommes armés avaient été tués. En février 2014, la peine de mort avait été requise contre le cheikh salafiste et 56 autres personnes par le premier juge d'instruction militaire, Iyad Abou Rida. Hostile au Hezbollah, Ahmad El-Assir avait tweeté de nombreuses critiques contre le Parti de Dieu, son parrain iranien, mais aussi contre l'armée libanaise. Il avait également appelé le Hezbollah à retirer ses combattants de Syrie et à mettre un terme à ses crimes. C'est la première fois qu'ils vont pouvoir revoir leurs proches depuis 1 an. Les familles des militaires retenus par le groupe État islamique devaient se rendre aujourd'hui dans le Jourout de Ersal pour voir les otages. 3 voitures transportant les familles de Khaled Mokbel, Hussein Ammar, Mohamed Youssef et Ibrahim Reit sont entrées à Arsal ce matin, a rapporté la LBCI. Selon l'Agence nationale d'information, les proches devaient d'abord rencontrer le président du conseil municipal de Ersal, Ali Ogeri. Ce dernier devait ensuite charger plusieurs personnes de les accompagner dans le Jourout de Ersal pour rencontrer les otages. Je vous rappelle que depuis la bataille à Ersal l'été dernier, 25 militaires sont toujours aux mains des combattants de l'État islamique et du Front Al-Nosra, que 4 ont déjà été assassinés en captivité. Nouvelle tentative de débloquer le bras de fer qui oppose le courant du futur au CPL sur la reconduction du général Jean Kawaji. Une 3e option aurait été mise sur la table, c'est ce que croit savoir le quotidien As-Safir. Elle consisterait à promouvoir 12 généraux de brigade, dont Chamel Roukoz, le candidat soutenu par le CPL, au grade de commandant de division, en contrepartie de la prorogation du mandat de Jean Kawaji, voulu par le courant du futur. D'après le quotidien, cette proposition n'attendrait plus que l'accord du courant du futur. Elle aurait déjà reçu l'aval du chef du PSP, Walid Jumblat, et de la plupart des membres du 8 mars. Le 8 mars, CPL en tête, qui s'oppose fermement au renouvellement des fonctions de Jean Kawaji. Jean Kawaji, dont le mandat a été, je vous le rappelle, prolongé le 6 août dernier, faute d'accord au sein du gouvernement sur les modalités du vote pour l'élection de nouveaux candidats. Le partenariat est incompatible avec l'incitation à la haine, réponse de Saad Hariri hier soir à Hassan Nasrallah. Un peu plus tôt, dans un discours prononcé à l'occasion de la commémoration de la guerre de juillet en 2006, le chef du Hezbollah avait implicitement accusé le 14 mars de vouloir exclure ou isoler son allié du CPL et appelé le gouvernement à instaurer un partenariat véritable. La réponse du courant du futur ne s'est pas fait attendre. Je cite, « Le partenariat national est incompatible avec l'atteinte au consensus local et l'insistance à embourber le pays dans les conflits voisins », a rétorqué l'ancien Premier ministre en allusion au combat que mène le Parti de Dieu en Syrie aux côtés du régime du président Bachar el-Assad. La trêve aura été de courte durée. Des bombardements ont été enregistrés à Foua et Kefraya, les 2 derniers villages contrôlés par le régime dans la province d'Idleb.
Un enfant et son père ont été tués et 12 personnes blessées, d'après la télévision officielle syrienne. Des roquettes se sont également abattues sur Zabadani, cette place forte de la rébellion située non loin de la frontière avec le Liban. Si le cessez-le-feu n'a pas pu être prolongé, les discussions pour mettre fin au combat dans ces 3 villes se poursuivent. Ces négociations prévoient un retrait des rebelles de Zabadani en échange de l'évacuation des civils de Foua et de Kefraya. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les pourparlers butent sur une demande de l'opposition. Celle-ci réclame la libération de milliers de prisonniers détenus dans les geôles du gouvernement. Leur fille a été torturée et violée par Abou Bakr al-Baradi, le chef du groupe État islamique. Les parents de Kayla Muller l'ont révélé hier sur la chaîne ABC. Cette jeune humanitaire de 26 ans, qui aurait dû en avoir 27 hier, est décédée en février dernier alors qu'elle était aux mains du groupe État islamique. Le FBI assure que la jeune femme, enlevée à Alep en juin 2013, a été torturée dès le début de ses 18 mois en captivité. Elle était la propriété de Bardadi, ont déclaré hier ses parents, Karl et Marsha Muller. Ces informations mettent fin aux rumeurs selon lesquelles Kayla Muller aurait coopéré avec le groupe extrémiste. Ce dernier avait affirmé qu'elle était décédée lors de bombardements menés par des avions de la coalition internationale. Les avocats de Mohamed Morsi font appel des condamnations à mort et à la prison à vie de leurs clients dans 2 procès. Le premier où il est accusé d'avoir mené des évasions massives de prison et des attaques contre la police durant la révolte de 2011. Le second où il comparaît pour espionnage au profit du Hamas palestinien, du Hezbollah et de l'Iran. L'ancien président égyptien avait été destitué en juillet 2013 par l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah el-Sisi. Parmi ses co-détenus figure notamment Mohamed Badi, le guide suprême de la confrérie des frères musulmans dont est issu Morsi, et son adjoint, le richissime homme d'affaires Herat el-Shater. Les ministres des Finances de la zone euro sont parvenus à un accord hier soir sur un 3e plan d'aide à la Grèce. Accord salué par Christine Lagarde, la présidente du FMI, qui a en même temps répété que l'endettement du pays n'était pas viable et demandé un allègement significatif de la part des Européens. Le plan totalise un montant de 86 milliards d'euros. En contrepartie, Athènes doit mettre en place une série de mesures pour résoudre le problème de sa dette. Les précisions de Ludovic de Foucault. 10 heures de discussion et à la sortie, une bonne nouvelle annoncée par le ministre grec des Finances. Après 6 mois de négociations très difficiles, avec beaucoup de hauts et de bas, nous avons finalement un accord. 86 milliards d'euros sur 3 ans, dont 13 milliards qui seraient disponibles dès la semaine prochaine, en échange de réformes. Plus de privatisation, fin progressive des pré-retraites, hausse des taxes ou réduction du budget de la défense. Pour le ministre grec, la balle est dans le camp de ses concitoyens. Un accord est surtout ce que vous en faites. J'espère que le peuple grec fera au mieux par rapport à cet accord, par rapport aux réformes, et que cela compensera toutes les conséquences négatives que cet accord porte en lui. Un optimisme très mesuré, donc, que partage Paris. Voici ce que Michel Sapin a déclaré à propos de ce 3e plan d'aide. La France souhaite qu'il soit le bon, qu'il soit celui qui permette à la Grèce de retrouver de la croissance, qui permette à la Grèce de retrouver de l'activité, qui permette à la Grèce de retrouver de la perspective. Si un accord a été trouvé, c'est aussi grâce à cet homme, le ministre allemand des Finances, longtemps l'un des plus sceptiques vis-à-vis d'un 3e plan d'aide et qui avait suggéré une sortie temporaire de la Grèce de la zone euro. Nous resterons vigilants, car évidemment, il s'agit de sommes d'argent énormes. L'Allemagne, comme les Pays-Bas et l'Autriche, doit encore faire approuver le plan d'aide par son Parlement. Dans un instant, nous irons au Japon qui commémore aujourd'hui le 70e anniversaire de sa capitulation. On l'a appris il y a quelques heures, au moins 40 migrants ont été retrouvés morts ce samedi. Les victimes auraient été étouffées dans la cale du bateau à bord duquel ils se trouvaient. De nombreuses personnes ont pu être secourues. L'embarcation était partie de Libye avec plusieurs centaines de personnes à bord. Un hélicoptère de la marine italienne a repéré le bateau en perdition et a donné l'alerte. Direction à présent le Yémen où les forces loyalistes ont repris Chaboua. Cette localité est la dernière du sud du pays à repasser sous contrôle gouvernemental. Les rebelles houthis ont remis la ville aux forces pro-gouvernementales après avoir obtenu des assurances sur un retrait en toute sécurité de la province.
Appuyées par une coalition conduite par l'Arabie saoudite, les forces fidèles au président yéménite ont lancé fin juillet une vaste offensive dans le sud contre les Houthis. Les Houthis qui en un an étaient parvenus à prendre le contrôle de larges portions du pays. Polémique entre le Japon et ses voisins alors que l'archipel commémore aujourd'hui le 70e anniversaire de la capitulation du pays en 1945. Les propos du Premier ministre ont été mal accueillis par la Chine et la Corée du Sud. S'il a qualifié d'inébranlables les excuses passées du Japon pour ses actes, Shinzo Abe a aussi appelé à exempter dorénavant d'excuses les générations d'après-guerre. Explication de Julie Jargot. Le portrait du Premier ministre japonais est frappé, brûlé. À Séoul, la colère est vive contre Shinzo Abe. En cause, ses propos à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il a exempté les générations futures à s'excuser pour les crimes commis par le Japon. Un discours que la présidente sud-coréenne a qualifié de regrettable. Je me concentre sur le fait qu'ils disent à la communauté internationale que les excuses faites par le Japon dans le passé restaient inébranlables. Alors que son Premier ministre s'attire les foudres de toute la région, l'empereur Akihito reste soucieux de favoriser la réconciliation des pays asiatiques. Il exprime lui-même des remords pour la première fois dans une allocution annuelle. En regardant le passé, j'ai de profonds remords concernant la guerre. Je prie pour que cette tragédie de la guerre ne soit pas répétée. Et avec le peuple, j'exprime mes profondes condoléances pour ceux qui sont tombés au combat et dans les ravages de la guerre. Autre point de tension, la visite par 3 ministres japonais du sanctuaire de Yasukuni, honorant la mémoire des anciens combattants du pays, parmi lesquels des officiers reconnus coupables de crimes de guerre. Cette visite a vivement irrité Pékin, qui a immédiatement fait part de son mécontentement. L'héritage de la Seconde Guerre mondiale hante toujours les relations du Japon avec ses voisins asiatiques. Et on reste en Asie avec ce nouveau bilan en Chine. Les explosions survenues mercredi dans le port de Tianjin ont fait 15 morts, dont 21 pompiers. On ne connaît toujours pas les causes de ces déflagrations. Les autorités disent ne pas savoir exactement ce qui était entreposé sur ce site, qui appartient toutefois à une entreprise spécialisée dans les produits chimiques très dangereux. Reportage de Florian Rodeau. Du cyanure de sodium, voilà ce qui inquiète au plus haut point les autorités. 3 jours après les 2 explosions qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, les enquêteurs viennent d'établir la présence de ce produit chimique à proximité du site de la catastrophe. Dangereux, voire mortel s'il est ingéré ou inhalé, il a forcé les autorités à faire évacuer une école de la ville où certains habitants étaient réfugiés depuis mercredi. Lorsque je suis arrivé sur la 9e avenue, j'ai dû descendre de ma voiture car ils avaient bloqué toute la route. Je leur ai demandé ce qui se passait et ils m'ont dit que c'était dangereux et que je ne pouvais pas passer. Je ne sais plus ce que je ressens. Ma maison est détruite. Je me demande juste comment je vais faire pour vivre, comment je vais régler tous mes problèmes. Inquiète, la population a été priée de porter pantalons, manches longues et masques respiratoires pour éviter toute contamination. Ce samedi, au moins 7 explosions ont été entendues sur le site de stockage, faisant craindre une nouvelle dispersion de produits toxiques. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Ahmad El-Assir arrêté cet après-midi à l'aéroport de Beyrouth. Un groupe de femmes s'est rassemblé pour protester contre l'arrestation du cheikh salafiste. Son épouse déclare qu'elle bloquera les routes tant que son mari ne sera pas relâché. Saad Hariri répond à Hassan Nasrallah. Le partenariat est incompatible avec l'incitation à la haine, déclare l'ancien Premier ministre, après que le chef du Hezbollah a fustigé hier les tentatives d'exclure ou d'isoler son allié du CPL. Fin de la trêve à Foua, Kafraya et Zabadani en Syrie. Les bombardements ont repris. Au moins 2 personnes sont mortes. Malgré le retour des violences, les pourparlers entre l'armée syrienne et les rebelles se poursuivent dans ces 3 localités. Les avocats de Mohamed Morsi font appel de la condamnation à mort de l'ancien président égyptien. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.